Bonjour à tous et tous et bienvenue à cette séance sur On peut faire mieux. Ici Brittany DeCosta et je suis ici avec mes collègues en processus de plainte, Deb Ericks. Aujourd'hui, notre présentation fait partie d'une série de présentations où on parle de sujets spécialisés en matière d'enjeux urgents, en matière de pratiques pour confronter la violence de genre sur les campus d'éducation postsecondaire. Avant de commencer, quelques mots sur l'accessibilité et la langue. Vous pouvez avoir accès aux sous-titres automatiques en cliquant sur le lien dans la boîte de clapartage. Nous avons aussi accès à une interprétation simultanée en français. Vous pouvez y avoir accès en choisissant la langue de votre choix dans l'onglet Interprétation. La séance d'aujourd'hui est aussi enregistrée et sera partagée sur notre site Web avec les notes de la rencontre. Possibility Seeds coordonne le projet Coureur d'agir. Nous sommes une firme de consultation dédiée à l'inclusion et à la justice sociale. Nous avons plus de 20 ans d'expérience en travaillant avec les organisations communautaires, les gouvernements, les institutions gouvernementales, les institutions publiques et privées, et nous sommes passionnés par notre travail. Courage d'agir est une initiative nationale de pluriannuelle qui se fonde sur les recommandations clés du rapport Courage d'agir par Possibility Seeds, où on développe un cadre d'analyse nationale pour confronter les violences de genre dans les institutions d'éducation postsecondaire. Il s'agit de la première initiative du genre à rassembler 170 agents et militantes expertes partout au Canada pour parler de violences genrées sur les campus. Je vais aussi vous parler de nos bailleurs de fonds. Notre projet a été rendu possible grâce au soutien généreux du programme WAGE, du programme national canadien. Ce travail se déroule sur les territoires traditionnels de nombreuses nations autochtones. Je suis aujourd'hui sur les territoires des Tadinodoni, les territoires traditionnels des Atawadaron, Anishinaabeg et des peuples Haudenosaunee. Et je suis sur les territoires du Mississauga du Credit, sujet au traité numéro 3. Je veux reconnaître que les défenseurs et défenseresses des terres de 1492 Land Back qui protègent leur territoire depuis plus de 1000 jours aujourd'hui contre des projets d'extraction et font face à des risques policiers, légaux et à de la violence étatique. Vous pouvez trouver des informations pour les soutenir dans le chat. La criminalisation des défendeurs et défenseresses des terres continue un processus de colonisation canadien qui dure depuis plus de 200 ans et qui cause un génocide systématique contre les personnes autochtones de ce territoire. On voit cette colonisation et ce génocide qui continue aujourd'hui dans la stérilisation forcée des femmes autochtones, l'épidémie de femmes et filles autochtones disparues ou assassinées, la surreprésentation des femmes autochtones dans les institutions de soins, la surreprésentation des enfants autochtones dans le système d'adoption et de soutien gouvernemental à la jeunesse. Nous devons comprendre cette lutte comme étant une lutte décoloniale. On ne peut pas la séparer. Soutenir la décolonisation et la souveraineté autochtone est essentiel dans la création d'une culture de consentement et de responsabilité. Nous honorons et prenons l'initiative à partir de l'expérience et de la sagesse des militantes, travailleuses, écrivaines, éducatrices et artistes autochtones. Aujourd'hui, nous prendrons action en invitant quiconque dans l'appel à lire le rapport pour la justice, le rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées. Vous pouvez trouver davantage d'informations à ce sujet dans les liens fournis dans la boîte de clavardage. Ce travail peut être difficile. Nombreuses d'entre nous avons notre propres expériences de trauma et de soutenir les personnes qu'on aime qui ont vécu de l'expérience de violence basée sur le genre. Donc, on vous rappelle de faire attention à votre bien-être pendant qu'on engage dans ces conversations difficiles. N'hésitez pas à visiter la section d'auto-soins dans notre
site web et nous avons aussi une pièce d'auto-soins qui est disponible dans le lien partagé à l'instant. Aujourd'hui, on va vous inviter à partager sur Mentimeter. Pour avoir accès à la plateforme, merci de télécharger menti.com sur votre ordinateur ou votre téléphone, d'entrer le code qui vous sera fourni dans cet appel. Vous êtes aussi invité à partager vos questions dans la boîte questions et réponses tout au long de la séance et nous allons poser ces questions à nos présentatrices à la fin. Nous avons tenté de répondre au plus de questions possibles dans le court temps que nous avons ensemble. À la fin de la séance, vous trouverez un lien vers un sondage d'évaluation. Nous serions heureuses si vous pouviez prendre le temps de nous partager vos commentaires puisque ça nous aide toujours à nous améliorer. Ce sondage est anonyme. Tout au long de la séance, vous recevrez aussi un courriel avec le formulaire d'évaluation et le lien pour l'enregistrement pour que vous puissiez le regarder à nouveau et le partager avec votre réseau. Donc, pour mettre un peu de contexte dans notre contenu aujourd'hui, je vais vous partager un peu du travail qu'on a fait et notre approche. Notre travail, c'est vraiment débuté avec le guide complet pour les processus de plainte sur les campus où nous avons présenté des standards fondateurs en matière d'équité procédurale, de pratiques informées des traumas, réduction des risques, etc. Nous avons offert des formations sur les fondations, sur les normes fondatrices. Nous avons aussi exploré des questions sous-explorées avec des panélistes expertes et Deb a créé une série de blogs intitulée Questions simples avec des réponses compliquées où on offre une analyse complexe et nuancée de ces questions. Dans ce travail, il est devenu clair que les processus de plainte sont en fait cause du tort à quiconque est impliqué. Ce sont des processus coloniaux qui, peu importe nos politiques et pratiques en place, ne seront jamais en mesure d'offrir du soutien aux participantes. Nous avons aussi pu réaliser qu'il y a une résistance institutionnelle à ce qu'on a établi comme étant des normes fondatrices, c'est-à-dire des pratiques informées des traumas et axées sur la réduction des risques, où ces processus de plainte nuisent en fait et causent de la peur de retraumatiser les personnes. Donc, nous avons dû travailler à démanteler l'idée de l'équité procédurale tout en replaçant l'agentivité des personnes ayant subi des torts au centre des processus. Donc, pendant ces 5 ans de ce projet, nous avons fait la reconnaissance que nous n'allions jamais arriver à un processus de plainte complètement sécuritaire et qu'on peut bien sûr les améliorer tout en militant pour qu'il y ait d'autres options de réaction à la violence basée sur le genre, outre que les plaintes formelles. Donc, aujourd'hui, notre panéliste va un peu plus loin dans ce processus de dépasser les processus de plainte pour tenir à une vraie culture de responsabilité et de redevabilité. C'est pourquoi je suis tellement enthousiaste de vous présenter Sarah Wold-Gomez, qui sera notre présentatrice aujourd'hui. Sarah travaille au service étudiant depuis 2 décennies à l'Université d'Alberta et est maintenant consultante pour implanter une nouvelle stratégie d'intervention étudiante. Sa job avec son emploi, avec le doyen des étudiantes, elle a pu mener l'élaboration d'une nouvelle équipe de coordination des soins des étudiants et étudiantes qui ont vécu des expériences de violence genrée afin qu'elles puissent avoir accès à de l'information, du soutien et des options d'action pour pouvoir amener les personnes responsables à la responsabilité. Ces derniers rôles ont inclus de diriger les services étudiantins dans plusieurs facultés de l'université. Donc, je vais maintenant lui passer la parole pour qu'elle puisse nous parler des origines de son travail dans ce domaine. Merci beaucoup, Brittany. Sarah et moi sommes collègues depuis environ 20 ans. Nos rôles ont changé et se sont transformés au cours du temps, mais au cours des 12 dernières années, nous avons travaillé sur des enjeux très difficiles ou des situations où il n'y avait pas de réponse toute faite et que souvent, nous étions réduites à choisir l'option la moins pire, sachant que du dommage
importants avaient déjà été causés et que des risques demeuraient, que les attaques soient répétées. Donc, notre mantra est devenu « On peut faire mieux ». Ce mantra était issu d'un sentiment de détresse par rapport au manque de réaction institutionnelle, de la frustration par rapport à l'inquiétude de ces réactions institutionnelles à ces enjeux difficiles, mais aussi le fait de reconnaître qu'il y a des torts causés autant aux survivantes et à la communauté. Il y a aussi ce rapport à la culpabilité par rapport à nos propres rôles dans la réaction institutionnelle à ce type de violence. Donc, nous devons dépasser un sentiment d'impuissance pour pouvoir augmenter les conditions de vie de tous et toutes. Donc, grâce au travail d'équipe exceptionnel, nous avons pu faire, je crois, un changement important dans la façon dont on approche la violence basée sur le genre dans les institutions postsecondaires. Donc, sans plus attendre, j'aimerais passer la parole à Sarah qui a utilisé mes idées et qui est partie avec comme un flambeau. Elle est imbattable, elle a toujours été à l'avant-plan des initiatives de militance pour soutenir les droits et les besoins des personnes survivantes d'agressions sexuelles. Bonjour, ici Sarah, j'utilise le pronom elle. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Comme Brittany l'a déjà dit, il s'agit d'un enjeu très compliqué et complexe, mais je veux reconnaître qu'il y a énormément de travail précieux qui est déjà fait. Je veux communiquer ma gratitude à quiconque travaille déjà à soutenir les survivantes, notre communauté et aussi les personnes qui ont causé du tort afin d'aider à les amener à cesser leur comportement violent. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelques commentaires de base pour vous dire pourquoi je crois que ce travail est critique, notamment dans les institutions d'éducation postsecondaire. On va parler de besoins et de types de résultats avec ce type d'approche et de travail. On va regarder des options de co-responsabilité quand on travaille avec des personnes survivantes et aussi on va parler de certaines approches qui peuvent être utilisées envers les personnes qui ont causé du tort. Puis ensuite, nous aurons le temps de répondre à quelques questions. Mon objectif aujourd'hui est de vous donner quelques nouvelles idées et perspectives. Je n'ai pas toutes les réponses en main, mais bien sûr, je crois que nous sommes dans la bonne voie. Comme Brittany le disait, nous allons utiliser l'outil Mentimeter aujourd'hui. Et donc, vous devriez avoir accès à un code dès maintenant, juste en haut de l'écran. Et ça sert. Donc, juste pour m'assurer que tout le monde connaisse l'outil, c'est juste une petite question de base. Donc, qu'est-ce qui vous inspire en ce moment? Ça peut être dans votre vie personnelle, professionnelle. Ici, en Alberta, nous avons eu des gros épisodes de feux de forêt, beaucoup de fumée, mais aujourd'hui, le ciel est revenu et ça m'a donné de l'espoir. Donc, vous allez commencer à voir les réponses des gens dans l'espace ici. Oh mon Dieu, ça marche. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir un Mentimeter se mettre à prendre vie. Donc oui, ici, les jours se rallongent. On a une meilleure température. Mes collègues, nouvel emploi. Félicitations à vous. Donc, la joie de mon petit chiot. Moi aussi, j'ai adopté 2 petits chats. Ils sont très amusants. La lecture, la température d'été. On dirait vraiment que le changement de température euh, augmente l'inspiration et la bonne humeur de tout le monde. Et juste pour le rappel, toutes vos réponses sur Mentimeter sont anonymes et vous pouvez envoyer autant de réponses que vous voulez. C'est super de vous voir interagir. On dirait que Menti marche bien aujourd'hui, c'est super. Donc, quelques mots pour commencer. Je vais commencer par dire que même si je suis très intéressée par ce sujet, je ne suis pas experte malgré ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Je ne peux vraiment juste parler de mon expérience et de ma perspective personnelle et j'apprécie vraiment beaucoup le fait de critiquer mes points de vue et de me faire présenter de nouvelles informations. C'est vraiment une bonne façon de continuer à progresser dans la bonne direction. Je suis militante praticienne qui travaille avec les services étudiants depuis plus de 20 ans dans les facultés, les résidences et dans mon bureau de doyenne. De toute ma carrière, j'ai été en position d'entendre des témoignages de survivantes et d'essayer de travailler à répondre à leurs besoins. J'aimerais aussi vous partager ma perspective de mère dans ce travail. J'ai 3 enfants en bas âge et c'est vraiment fascinant de faire ce travail tout en observant mes enfants se
socialiser dans diverses situations. Ça me donne beaucoup à réfléchir par rapport au concept de consentement, de relations saines dès l'âge de l'enfance. Et récemment, au souper, mon enfant, ma fille qui est en 3e année, me dit qu'il y avait un incident difficile. Un petit garçon n'arrêtait pas de lui lancer du sable pendant la récréation. Et donc, j'ai pris une pause et je me suis demandé qu'est-ce que mes parents m'auraient dit il y a 30 ans par rapport à ce même incident si un petit garçon m'envoyait du sable. Et on m'aurait sûrement dit que le petit garçon avait un faible pour moi et que c'est parce que je lui plaisais. Donc, je veux juste vous assurer, ce n'est pas la réponse que j'ai donnée à ma fille, mais juste par comparaison, ça montre que c'est la bonne direction. Mais même s'il y a encore des enfants qui se font répondre, ah, ben, si le petit gars si le petit garçon t'attaque, c'est sûrement parce qu'il a un faible pour toi. Donc, il y a différentes façons de réagir. J'ai aussi participé à la communauté de pratique qui s'appelle Travailler avec les personnes qui ont causé des torts, où nous avons développé un guide pour les personnes qui travaillent dans ce domaine. Nous avons appelé ça Soutenir toute la communauté du campus en reconnaissant que la violence basée sur le genre n'impacte pas seulement les survivantes et les personnes qui font des plaintes, mais que c'est un problème social majeur. Je veux aussi mentionner que j'ai de l'expérience de formation en matière de justice restauratrice. J'ai travaillé en résidence avec Deb Eric, qui a réécrit un code de conduite qui a introduit, en fait, présenté une nouvelle avenue vers l'approche restaurative. Et je crois que cette formation, particulièrement se concentrant sur l'établissement de confiance, de rétablissement du lien et d'identifier les torts commis, continue d'être très utile dans ma carrière, particulièrement grâce à son emphase sur la multipartialité, qui était un concept nouveau à l'époque pour moi, mais en travaillant avec les survivantes et les personnes qui ont causé du tort, je ne suis pas impartiale. Ce travail est important pour moi et j'investis beaucoup de mon propre intérêt personnel en matière de justice restauratrice avec les individus et les communautés. Et donc, ce concept, s'il est nouveau pour vous, c'est une bonne idée d'y réfléchir à comment le fait d'avoir une attitude multipartielle quand on travaille avec de différentes parties peut être vraiment peut apporter de grands bénéfices. Le titre est génial parce que dépendamment de sur quoi on met une emphase, ça peut vouloir dire n'importe quoi, mais en tout, je crois que ça demeure vrai. On peut faire mieux en matière de soutien aux personnes survivantes et c'est quelque chose que je disais de façon frustrée il y a quelques années. Et je crois que c'est bien de voir les universités d'entreprendre une révision critique et de reconnaître les manquements de leur réaction par rapport aux incidents de violence genrée. Et souvent, au début de ma carrière, je ressortais de ces conversations institutionnelles en étant très frustrée, en ayant l'impression qu'on pouvait vraiment faire mieux. Et donc, aujourd'hui, c'est bien de voir qu'on continue de réfléchir sur la question. Maintenant, une autre question, Mentimeter. J'aimerais avoir une idée de qui est avec nous dans l'appel aujourd'hui. Donc, je vous invite à vous présenter d'une façon qui vous rend à l'aise. Donc, que vous soyez en travail, que vous travaillez sur le terrain avec les étudiants et étudiantes, que vous soyez consultant, intervenante, ça nous intéresse de le savoir. Donc, merci de partager vos réponses dans le tableau. Donc, parfait. Éducatrice, chercheur et élaboratrice de politique. Donc, employée sur le terrain. Parfait, on a une coordonnatrice d'équipe avec nous, quelqu'un qui est parent. Donc, curiosité sur le sujet, administrateur, administratrice. Et je crois que la richesse des perspectives est très importante. Donc, éducateur, éducatrice demeure le mot le plus populaire. J'ai l'impression que vous êtes peut-être tous et toutes éducateurs, éducatrices. Merci, Deb, d'avoir mis ton nom. Donc, travailleur social, merci. Donc, juste pour amener un peu de contexte et de clarté par rapport à la terminologie qui peut parfois varier
d'espace en espace. Donc, le premier terme que je veux vous présenter, c'est personnes qui ont causé du tort. Donc, on va parler de personnes qui ont causé du tort pour parler des personnes qui ont été visées par une plainte d'agression sexuelle. Donc, encore une fois, on ne parlera pas de processus d'écriture de plainte aujourd'hui. Donc, je vais juste utiliser ce terme comme un terme général qui pourrait faire référence à quelqu'un qui est visé par un processus de plainte ou qui a été identifié comme ayant causé du tort dans une conversation interpersonnelle. Les mesures intérimaires sont des mesures non punitives qu'on pourrait imposer sur les personnes qui ont été dénoncées pour agression sexuelle de manière à les encadrer sans les punir. Et les modifications, ce sont des façons d'intervenir pour réagir aux besoins des survivantes et leur fournir un sentiment de sécurité sur les campus. Donc, pour le contexte albertain, je suis dans le bureau des doyens, qui est le centre de nos services étudiantins. Et nous avons une politique pour les étudiants. Nous avons 41 étudiantes, 41 000 étudiants et étudiantes. On va aller jusqu'à 51 000 l'an prochain. Nous avons beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui vivent dans le centre urbain ou dans les résidences. Notre équipe les personnes qui font le plus de ce travail sont interpellées les coordonnatrices et coordonnateurs du soin aux étudiants. Et sous cette politique, on travaille avec les survivantes pour soutenir leurs besoins, implanter différentes modifications de manière à ce que ces personnes fassent énormément de travail et de liaison entre les personnes qui ont vécu de la violence et différentes parties prenantes du campus. J'aimerais reconnaître le travail de ces coordonnateurs, coordonnatrices de soins des étudiants et étudiantes parce que c'est un travail très demandant. Et je crois que l'ensemble de ce domaine est difficile, mais quand je pense à ces personnes qui sont chargées d'avoir un niveau d'expertise par rapport à différentes politiques en vigueur, non seulement en matière des vigueurs des politiques en matière de violence sexuelle, mais des politiques en matière de discrimination, etc. Donc, la façon dont ils utilisent ce savoir pour pouvoir soutenir les besoins des étudiants ayant vécu des violences genrées. Donc, si vous travaillez avec ces personnes, elles sont vraiment en bonne position de critiquer et de confronter les politiques en place pour pouvoir recentrer les besoins des personnes concernées. Donc, que ce soit les personnes survivantes, les institutionnels, les institutions et les porte-paroles. Donc, est-ce qu'il y a un écart dans votre organisation entre les personnes qui travaillent sur le terrain et les personnes qui font les politiques? Ici, je sais que ce n'est pas le cas parce que Deb Eriks est très axée sur la consultation, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est un travail compliqué et difficile et bien sûr, je ne veux pas me répéter outre mesure, mais c'est très important de comprendre à quel point c'est essentiel. Et lorsque nous faisons ce travail, qu'on le fait bien, ça peut vraiment aider des survivantes à guérir nos communautés, à guérir et prévenir d'autres incidences de violence. Nous devons placer les personnes survivantes au cœur de notre intervention et j'adore voir J'adore cette idée que Possibility Seeds a publiée en ligne il n'y a pas longtemps, disant que personne n'est remplaçable. Donc, les personnes qui ont commis un tort ont encore une valeur et en tant qu'institution d'éducation, nous avons une responsabilité de combattre ce sujet à partir d'une perspective d'éducation. Si vous travaillez sur ce sujet, il y a tout à fait des perspectives à intégrer. Il y aura des personnes dans vos communautés qui ne croient pas que les personnes qui ont causé du tort méritent du soutien ou ce qui pourrait être considéré comme une deuxième chance. On sait aussi que dans beaucoup de nos environnements, les ressources sont limitées. Donc, s'il n'y a pas assez de ressources pour tous les besoins, le fait de mettre des ressources dans un programme qui supporte des personnes qui ont causé du tort pourrait ne pas être bien reçu. Donc, oui, il y a des choses à prendre en considération en ce sens. Dans notre bureau de doyen-doyenne des vies estudiantines, nous avons vu un changement de paradigme en matière de traitement des plaintes pour agression sexuelle. Il y a eu une évolution claire et j'aime me dire que cette évolution est toujours en cours. Mais avant d'avoir implanté notre politique en 2017, nous avons pu faire un peu de notre travail, mais c'était plus difficile. Il n'y avait pas d'éducation augmentée en matière de violence basée sur le genre et il n'y a pas d'intervention communautaire comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, pour répondre aux besoins des survivantes, nous avons dû utiliser
des options peut-être plus punitives, plus agressives sur une base volontaire. Et lorsque je retenais ces demandes, je me demandais, OK, est-ce qu'il y a des politiques qui m'empêchent de faire ce type d'approche? Est-ce qu'il y a des risques qui pourraient survenir que je ne pourrais pas très bien gérer, mais j'avais souvent l'impression que j'étais en terrain glissant et donc cette approche me semblait être la bonne approche à prendre, mais le fait d'avoir notre politique approuvée en 2017 nous a donné une plus grande stabilité dans notre travail. Je veux aussi vous partager un récit par rapport à d'autres preuve d'un changement culturel qui est en cours. Il y a quelques années, j'ai participé dans une formation de première intervenante dans un centre contre les agressions sexuelles. Il y a quelques collègues dans cette formation, mais les autres participants et participantes étaient membres d'une équipe de football locale, un peu au niveau pré-professionnel. Donc, premièrement, je trouvais ça cool de les voir prendre du temps à aller se former sur la matière et je me suis vite rendu compte qu'ils travaillaient avec quelqu'un dans la communauté professionnelle qui réfléchissaient aux violences basées sur le genre dans leurs équipes, à la masculinité toxique, et à la culture qu'on pourrait encourager dans les équipes sportives. Et les jeunes hommes étaient très positifs, étaient ouverts par rapport aux changements culturels qu'ils observaient et comment certains traits de cette culture avaient été très malsaines par le passé. Et maintenant qu'ils étaient en train d'inviter plus de gens à se rejoindre à leur équipe, ils voulaient vraiment mettre l'accent sur leurs valeurs, sur leurs principes et c'est ce qui n'allait pas être toléré dans leur équipe. Donc, je sais qu'il y avait une réputation négative par rapport aux équipes sportives et cette réputation est parfois méritée, mais c'est vrai qu'il y a des équipes qui vraiment mettent de l'effort pour changer leur culture et pour adresser les enjeux de violence sexuelle. La dernière chose que je voulais vous partager, c'est ce diagramme. J'ai beaucoup de diagrammes assez simples, donc merci pour votre patience, mais j'aime bien ce diagramme parce que ça montre la relation entre les besoins de la personne survivante, ce qui peut souvent inclure la responsabilité de la personne ayant causé un tort. Et chacun de ces besoins sont au centre des responsabilités des établissements postsecondaires. Et je crois que les deux plus petits cercles existaient avant notre époque, mais je ne sais pas à quel point ils auraient été considérés comme étant interreliés parce que dans le passé, il y a eu une déconnexion entre les besoins de la survivante et la personne qui a causé du tort. Il y a sûrement encore des scénarios qui pourraient être décrits comme tels et je serais heureuse de savoir si on peut continuer d'évoluer dans les 10 et 15 prochaines heures. Comment ce diagramme prendra-t-il une nouvelle allure? Qu'apprendrons-nous aujourd'hui et qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? Et ça, je trouve ça intéressant à y penser. Quand on regarde notre approche, on veut voir c'est quoi notre approche basée sur les besoins. Alors, quand vous réfléchissez, quand vous allez faire vos courses chaque semaine pour l'épicerie, et si vous êtes quelqu'un qui fait une liste pour liste d'épicerie, imagine si vous allez faire comme liste de ce que vous avez besoin, et puis l'autre liste, c'est plus les éléments qu'on désirables ou qu'on désire de cette épicerie. Et pour moi, entre les deux listes, il y aurait des grandes différences. Alors, les différences sont les affaires qui sont nécessaires pour notre survie. On voit des éléments essentiels. Et souvent, c'est des affaires qu'on sent qu'on manque une certaine aptitude. Alors, quand on travaille dans les centres sur la violence basée sur le genre, souvent les personnes vont sentir qu'il y a un besoin autour de la sécurité. Des fois, nos besoins sont un peu moins connus ou sous-conscientes et c'est difficile à décrire. Et nos désirs, c'est les éléments qu'on pense qu'on a besoin et qu'on pense qu'on veut. Et quand on travaille avec les survivantes, on a besoin de porter un ou deux bords. Alors, pourquoi est-ce qu'on a vraiment regardé cette approche basée sur les besoins? C'est vraiment une approche intersectionnelle. Si on pense à nos propres besoins, ça va refléter notre culture, notre individualité et plein de différents éléments. Alors, quelqu'un qui va partager leurs besoins avec vous, ils vont aussi partager les éléments clés de cette personne. Alors, c'est bon pour gagner la confiance, construire des meilleures relations. Alors, c'est quelqu'un qui va dire, après qu'ils ont exprimé un incident, qu'ils ont besoin de tous les éléments de confidentialité, vous pouvez apprendre quelque chose d'eux autres. Et quelqu'un qui voulait pas divulguer qu'est-ce qui s'est passé à leur meilleur ami, c'est quelqu'un, on va peut-être savoir la
personne a peur de la validation et de pas être cru. Alors, on a besoin de vraiment mieux faire la donnée validation. D'autres personnes, on va voir avec différentes instances, peut-être ça va vous démontrer que la personne veut vraiment pas réfléchir de l'incident qui s'est passé. Alors, on va sortir une autre question pour vous. Alors, vraiment, en vous qui travaillez sur le terrain, je veux savoir c'est quoi les différents exemples des besoins qui vont être communiqués, qui peuvent vous faire découvrir quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce que vous allez entendre comme des besoins et c'est quoi ou des éléments et c'est quoi les besoins derrière ça. Alors, peut-être les étudiants et étudiantes vont demander pour leur modification au niveau académique parce qu'ils ont une identité comme étudiant ou étudiante. Et peut-être cette personne a besoin de temps pour se rétablir, récupérer. Et on voit les besoins, c'est comme la sécurité personnelle, peut-être moins de travail. Alors, c'est juste de créer cet espace pour respirer. Génial, c'est vraiment des bonnes réponses et de bon travail. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à continuer à rajouter vos idées et puis on peut essayer de réfléchir comment on va aller vers ces conversations difficiles avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça, c'est une question difficile. Alors, l'approche, on veut venir avec la transparence et être authentique. Et ça, c'est vraiment la meilleure manière de commencer ces conversations compliquées et difficiles et intimes. Je vais continuer à la prochaine diapo, mais continuer à contribuer sur le Menti. Vous allez voir mes graphiques très technologiques, mais j'essaie de penser à l'université, ce contexte. Alors, comment est-ce que je pourrais l'encadrer? C'est qu'est-ce que la survivante a besoin d'être capable d'atteindre sa meilleure capacité ou d'avoir du succès comme une étudiante. Alors, ça peut être sur une ligne. Peut-être c'est juste pour survivre à le lendemain, une prochaine jour, il y a plusieurs différents besoins, leurs désirs et qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, ça peut commencer dans le secteur de survie et d'autres, ça va être vraiment la réussite. Il y a certaines personnes, c'est juste se sentir secure pour passer à travers le campus et d'autres ont peut-être besoin d'un autre superviseur pour leur thèse. Alors, c'est vraiment comment on fleurisse, santé en sécurité et à tout ce continuum. Les survivantes continuent à faire leur propre changement eux-mêmes ou elles-mêmes pour savoir comment elles vont sentir ou couvrir leurs besoins. Alors peut-être ils vont aller avec juste les amis ou créer des frontières avec la personne ayant cause d'histoire ou peut-être ils vont décider de pas aller suivre leur cours pour prendre soin. Alors, pour moi, c'est un peu de réfléchir, c'est quoi le niveau d'intervention le plus haut élevé que l'université peut donner? Non, c'est plus qu'est-ce que la survivante veut pour sa propre modification qui vont que cette personne sent mieux. Parce qu'il faut faire attention parce qu'on veut pas faire semblant ou que quelqu'un pense que je veux leur sauver si la personne n'a pas demandé de se faire sauver. Si quelqu'un sent qu'ils ont perdu leur pouvoir, comment est-ce qu'on peut redonner le pouvoir? Alors, s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de demander que vous les sauvez, il faut pas le faire. Alors, les résultats souhaités, ça peut être les mêmes choses, on peut communiquer de différentes manières. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand une survivante va exprimer quelque chose que vous savez que vous pouvez pas faire? Et comme l'exemple que je pense, c'est qu'on veut que quelqu'un soit mis dehors de l'université. Et oui, on sait que ça peut passer à travers un processus de plainte, mais c'est pas une garantie et c'est un long processus. Alors, on retire comme des différentes couches d'un oignon. Je vais essayer de voir c'est quoi les sentiments de cette personne et explorer c'est quoi les besoins qui existent autour de ce désir pour avoir cette personne expulsée de l'université. Alors, c'est vraiment de poser des questions, pas juste sur la violence basée sur le genre de qu'est-ce que s'est passé, mais plus les besoins que la survivante essaie d'articuler. Alors peut-être je pourrais dire, oui, je pourrais vous donner plus de explications sur le processus des plaintes, mais il faut, pourquoi est-ce que tellement que cette personne soit mise dehors du campus? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors je ne vais pas mettre ce besoin à côté, mais j'essaie de mieux comprendre si la survivante peut exprimer le fait qu'elle ne se sent pas en sécurité à cause que la personne
ayant causé du tort toujours sur le campus, on peut explorer des différents éléments qu'on peut faire. Des fois, ça peut être soutenu par d'autres organismes sur le campus ou par un processus de plainte. Souvent, les personnes vont avoir la misère de s'exprimer qu'est-ce qu'elles ont besoin. Alors, ils vont dire, j'ai aucune idée qu'est-ce que j'ai besoin. Alors, on essaie de penser de faire le tour des différentes options. Alors, je vais marcher avec les survivantes à travers plusieurs options et voir comment elles vont réagir. Alors, peut-être, on peut entendre avec confiance que oui, j'aimerais quelque chose comme ça ou non, j'aimerais vraiment pas ça. Et je peux trouver les différents pas intérims pour voir comme, imagine s'il fallait parler avec lui. Comment est-ce que ça pourrait fonctionner? Comment est-ce que tu peux te rendre, chercher du soutien, etc. Alors, ça souligne la sécurité, la confidentialité et c'est quoi les effets négatifs potentiels sur leurs environnements sociaux. Alors, si on va vers comment explorer des options de responsabilisation avec les survivantes, on veut vraiment mettre la table sur pousser selon les besoins. Les personnes à travers les campus qui vont recevoir des plaintes et des divulgations, il faut vraiment décrire clairement les besoins. C'est quoi qu'est-ce que le monde pense qu'ils vont recevoir. Alors, il faut réfléchir les petites affaires quand est-ce que les personnes sont à l'aise dans votre bureau. Et maintenant, avec les rencontres virtuelles, ça nous donne plus de flexibilité. Est-ce que la personne a besoin d'apporter un ami avec elle, etc. L'objectif, c'est d'assurer que la personne sache qu'on est ici pour les appuyer et les soutenir. Savoir qu'elles ont des options et des choix. Alors, ça peut aller différent dépendant qu'est-ce que vous connaissez déjà et c'est quoi les ressources disponibles à cette personne. Il faut aussi poser la question, est-ce que vous êtes la bonne personne pour rencontrer cette personne? Quand vous avez des petites équipes, peut-être vous n'avez pas trop de choix, mais quand il y a une plus grande équipe, peut-être il faut assurer qu'il n'y a pas des conflits et qu'il pourrait y avoir une meilleure personne pour cette consultation. Alors, il faut savoir vraiment avec vos équipes les forces et faiblesses. Alors, moi, j'explique, je suis transparente, j'explique aux survivantes c'est quoi les informations que je connais, les divulgations. Je vais être vraiment transparente en expliquant que je connais pas la personne, je connais pas ses expériences, ses objectifs, mais je suis hâte à entendre et recevoir tous leurs commentaires. C'est quelque chose, il faut évaluer le système d'appui des étudiants. Alors, imagine si vous étiez référé par le centre de violence sexuelle, et que ça va comment? Est-ce qu'il y a des manques de soutien? Alors, moi, je vais vous décrire une autre situation. Et c'est quelque chose qui vient des résidents étudiants dans leur lieu d'habitation. Alors, on a deux amis en résidence, un étudiant qui s'identifie comme femme, un autre comme homme. Souvent, ils vont étudier ensemble, ils ont eu une expérience sexuelle ensemble, ils vont souvent se décrire comme des amis avec des bénéfices, mais ils ne sortent pas officiellement ensemble, il n'y a pas des étiquettes formelles. Et l'étudiante femelle était en train d'étudier. Une soirée, le homme a rentré pour étudier avec elle. Il a demandé, elle voulait dormir, et puis elle a dit que oui, tu peux dormir chez moi, dans le même lit, mais je veux être clair que j'ai besoin de me réveiller tôt le lendemain, alors je veux pas que quoi que ce soit arrive. Dès qu'elle dormait, elle s'est réveillée avec lui qui le touchait, ses mains étaient sur ses seins, dans ses pantalons, elle était vraiment comme surprise, elle a demandé qu'il quitte, sort de sa chambre, et la prochaine journée, elle se réveille et elle reçoit ce message texte de conversation. Et lui tend la main vers elle par texte et il dit Hey. Et il a dit Hey, non, j'ai pensé de qu'est-ce qui s'est passé hier soir et moi, je sens pas bien comment c'est passé. Et elle est comme frustrée que lui sent pas bien. Elle a dit non, moi non plus. Et elle a dit je comprends pas parce que je sais que tu voulais pas que quelque chose arrive. Alors oui, je voulais pas. Alors, mais je veux quand même passer du temps avec toi, mais on a besoin de parler beaucoup plus avec ça. Alors, il lui dit, d'accord, il faut parler plus. Je suis vraiment désolée. Elle est vraiment frustrée.
avec ses réponses, elle prend de place de lui, elle lui va pas pour un bout de temps. Alors, elle va pour faire une divulgation euh, avec un supervisant des résidences. Imagine que vous êtes dans les doyennes des étudiants. Elle était déjà fait sa divulgation à la personne en résidence et elle va aux doyennes des étudiants. Et ça veut dire que moi, je peux souvent donner un coup de main, même si j'ai pas reçu la divulgation complète. Si elle veut chercher à l'université de prendre, agir d'une manière formelle, peut-être je peux vérifier. Il faut juste voir c'est quoi la politique de violence basée sur le genre et voir qu'est-ce qui est mis en place. Mais même si c'est pas le cas, je vais essayer de tendre la main de voir les besoins de cette étudiante. Je vais rencontrer la femme, je vais être transparente, reconnaître qu'elle a vécu une situation de violence fondée sur le genre. Je vais accueillir et passer à travers les différentes options disponibles pour elle. Et j'essaie de réfléchir comme un peu la chronologie des événements. On parle de leurs expériences et souvent leurs besoins passent derrière un rideau. Et j'essaie d'exprimer que c'est leur choix s'ils veulent divulguer leurs besoins. Un peu ou pas de tout, ou beaucoup. Alors, c'est vraiment, on peut exprimer que peut-être elles n'ont pas besoin de tout divulguer. Et juste comment ça peut être un bénéfice. Il faut croire de si quelqu'un est cru et la même personne sent à l'aise de partager beaucoup ou quelques éléments. Et ça peut vraiment aider à franchir des différentes barrières pour accéder au soutien. Et peut-être elle va dire, peut-être j'ai juste la difficulté de me concentrer dans mes cours et peut-être je pourrais juste avoir un peu de temps avec ce travail académique. Et puis, on fait ces démarches académiques, mais elle a peut-être quand même rien divulgué jusqu'à date. Et puis, je peux poser la question et puis c'est vraiment ce choix à elle de savoir si elle veut divulguer plus ou pas. Et je peux toujours rappeler aux survivantes qu'elle peut divulguer si oui, sinon, et pourquoi, si elle veut partager plus, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces informations? C'est quoi les différentes options? Et en disant ça, je vais jamais assumer qu'une survivante veut pas divulguer qu'est-ce qui s'est passé. J'essaie de vraiment leur donner la choix de décider c'est quoi leurs besoins et c'est leur chance à elle de divulguer ou non. Et peut-être elle va revenir quelques jours après, elle a une grande lutte avec ses souvenirs, qu'est-ce qui s'est passé. Et peut-être elle pense qu'elle veut avoir une responsabilisation avec les actes de cette personne. Elle veut qu'elle soit donnée responsabiliser. Alors peut-être, ça veut dire pour faire cela, j'ai besoin peut-être son nom et un peu une divulgation, dévoilement de qu'est-ce que s'est passé, mais j'ai vraiment besoin son consentement de à quel point je partage les détails, le langage utilisé dans ça et je vais revoir de c'est quoi les besoins de cette personne de soutien. Alors peut-être si elle n'est pas vraiment accédée le soutien de notre centre violence sexuelle, peut-être elle devrait aller le voir ou que c'est une possibilité. Qu'est-ce qu'elle a toujours besoin d'avoir soutien? Et peut-être ça peut juste être aussi particulier jusqu'à comment vous allez, qu'est-ce que vous avez besoin. Et j'essaie de donner les personnes une chance à réfléchir à ces éléments si elles ne savent pas. De parler des différents éléments de responsabilisation. Il y a plusieurs options. On ne parle pas juste des plaintes, mais les plaintes sont des options. Il y a des mesures provisoires, dépendamment. On peut les développer avec la survivante et on peut essayer de voir c'est quoi la largeur, comment on fait l'implémentation, c'est quoi le langage qu'on utilise. Il faut vraiment aller dans les détails pour juste assurer qu'on ne va pas passer vers l'action, peu importe, mais vraiment basé sur les besoins de la survivante. Est-ce qu'il y a besoin d'autres modifications, le soutien académique? Elle a besoin, peut-être, si elle est dans les mêmes cours que cette personne, peut-être elle a besoin d'assurer qu'elle n'est pas dans les projets d'équipe, ou peut-être on a besoin d'un plan sur les personnes où les personnes vont s'asseoir pour assurer que peut-être cette personne ayant causé du tort va pas venir s'asseoir à côté d'elle. Et puis on regarde tout ce processus de réparation.
Et puis, on a montré tous les messages textes. Et cette personne a reconnu qu'il a fait du tort. Alors, peut-être ça, c'est qu'on peut s'identifier comme un sentiment, un impulse restauratif. Alors, si la survivante veut quelque chose de responsabilisation ou qui reconnaît qu'est-ce que c'est arrivé, on sait que c'est peut-être une bonne zone à explorer. Par contre, on marche tranquillement vers ces options pour vraiment réfléchir. Est-ce qu'on veut une lettre d'excuse? Peut-être ça peut aller dans une sens ou dans les deux sens. Des fois, on va faire l'éducation avec la personne ayant causé du tort. Souvent, la personne va même pas savoir qu'est-ce que la personne a vraiment fait pour causer du tort. Alors, en faisant cette éducation, peut-être on peut éviter que d'autres mal dans le futur se reproduisent. Aussi, comment naviguer les lieux. Alors, peut-être il faut que peut-être quelqu'un a besoin de déménager à un autre lieu ou différentes restrictions des lieux à l'université. Alors, il y a plusieurs options dans ce processus de responsabilisation qu'on peut explorer. Alors, c'est quoi les besoins pour la survivante? J'essaie de faire vous démontrer comment est-ce qu'on peut aider la survivante à atteindre ses objectifs comme une étudiante. Ça peut être aussi simple que ça, mais chaque personne va guérir des différentes manières. Alors peut-être le fait que c'est reconnu l'acte ou que quelqu'un sent prendre la responsabilité pour cette action, des fois ça peut guérir beaucoup. Et le fait que ces deux avaient une relation, maintenant, la confiance est brisée, peut-être il y a des impacts sur leur cercle social, leur groupe d'amis. Alors peut-être il y a d'autres relations qu'il faut soutenir, pas juste avec la personne ayant causé du tort. Peut-être il y a des guérisons spirituelles ou culturelles qui pourraient aider. Aussi, comme besoin, il y a juste agence personnelle. Alors, c'est bon peut-être d'avoir les bonnes frontières, des barrières, d'être un leader et être clair comment les personnes peuvent te traiter ou ne peuvent pas te traiter. Et puis, que les personnes sont responsables de défendre euh, elles-mêmes. Alors, imagine si on fait un plan basé sur l'articulation des besoins de la survivante et on va travailler avec elle, de savoir où, comment et on va communiquer avec la personne ayant causé du tort, à travers tout ce processus, en expliquant très clair qu'on ne va pas aller vers l'avant sans sa consentement. Alors, une question que j'ai pour vous sur Menti, comment est-ce qu'on va toujours centrer les survivantes, mais au même moment qu'on va euh, aider la personne de se responsabiliser, la personne ayant causé du sort. Et comment on peut juste être explicite de toujours centrer la survivante. Des fois, ça va venir facile. Peut-être c'est juste, elle va peut-être dire les affaires. Je veux pas causer de trouble. Je sais qu'il passe à travers beaucoup de choses en ce moment. Je veux pas que ça arrive et ça cause des autres torts. Et il faut juste peut-être tranquillement, gentiment expliquer à la personne qu'elle a le droit de elle est tout dans ses doigts d'exprimer ses besoins. Et souvent, j'entends que les personnes me disent, je veux pas que tout le monde soit fâché contre moi. Souvent, à cause de la socialisation, les personnes ne veulent pas se défendre dans ces situations abus à cause des normes culturelles, normes genrées. Et comment on peut ces personnes avec des survivantes vont souvent supprimer certaines réactions, sentiments, parce qu'elles ont peur que les personnes seraient fâchées contre elles. Alors, c'est vraiment bon d'encourager et rappeler à la personne qu'elle a le contrôle, elle a des choix. Alors, de retourner à l'exemple, elle voulait prendre un peu d'espace, réfléchir, mais maintenant elle est prête à prendre, franchir une conversation avec l'autre étudiant pour expliquer ses torts et savoir qu'il écoute réellement parce qu'elle aimerait arriver à un lieu qu'elle sent confiante et que lui va vraiment comprendre l'impact de ses comportements et assurer que lui va pas me comporter comme ça une autre fois. Elle veut être entendue, compris et essayer de prévenir une violence future contre elle ou contre autre. Alors, ouf,
comment est-ce qu'on dit ça? Comment est-ce qu'on travaille avec les personnes ayant causé du tort? Comment on leur donne d'appui et travailler avec ces personnes. Le soutien qu'on donne à ces personnes, c'est vraiment différent que le soutien qu'on donne aux survivantes. Celui-là, ça travaille sur la sécurité de toutes et tous pour essayer de leur rendre responsabilité de l'acte et comment il agit, mais on veut toujours centrer les survivantes. Alors, on a une citation qui vient de sortir d'un Campus News Life, c'est de réfléchir d'une partie de notre travail, c'est les répondants. Des fois, ils sont des personnes épeurantes. Par contre, normalement, les personnes qui font des actes de violence sexuelle sont souvent nos amis, la famille, les personnes proches de nous. Alors, on est tout en train de nager dans cet océan de la culture de la viol. On fait tous partie et personne est sans faute ou qu'on peut jeter. Alors, on travaille avec ces groupes les personnes pour soutenir les personnes, vous travaillez avec les personnes qui ont causé du tort et on essaie de faire utiliser cette un peu métaphore, cette un peu carte de comment naviguer, de travailler avec les personnes ayant causé du tort. Que si on pense l'encadrement, que ça pourrait être semblable, comment on travaille avec eux, qu'on travaille avec les survivants, que ça a besoin d'être vraiment basé sur la justice transformatrice, basé sur les droits humains, féministe, centré par des survivantes et vraiment tenir compte des traumatismes. Alors, on utilise les mêmes approches. Et je sais, en ce moment, on va continuer vers une imagination ou situation. Imagine qu'il y a trois femmes qui viennent vers notre bureau et elles sont membres d'une équipe de sport avec mixte. Et il y a un des hommes sur l'équipe qui est en train de faire les blagues sur la viol, les affaires sexistes, les gestes, même toucher leurs fesses pendant ou après les matchs. Et elles ont quand même allé vers lui, veut dire, on s'est pas apprécié ses comportements et lui, il répond en juste en train de rire, disant que c'est des blagues. Et les femmes ont juste dit, elles veulent que le comportement cesse, elles veulent se sentir en sécurité, jouer les sports quand ces comportements ont pas droit d'aide dans ces lieux de sport. Alors, elles aimeraient juste commencer une conversation restaurative pour qu'ils comprennent mieux et elles pensent que ça va mieux joindre leurs besoins. Alors, ça semble vraiment survivante comment on travaille avec les besoins des survivantes. Alors, on s'est quand même cadré par les besoins des survivantes. On sait comment elles veulent aller de l'avant. On va toujours récolter un peu d'informations. On va demander peut-être comment est-ce qu'il a agi après les confrontations. Est-ce que ses comportements sont devenus pires? Est-ce que ça reste la même? On va poser la question, qui devrait tenir la rencontre? Ça, c'est souvent quand on parle de la personne ayant cause du tort, ça dépend c'est quoi la taille de l'équipe. Si vous êtes une personne ou une grande équipe, vous pouvez décider qui devrait animer. Parce qu'on veut que ces rencontres vont pas être disciplinaires. On veut pas vraiment informer ou juste leur blâmer. Ça, c'est pas pourquoi on fait ces rencontres. Alors, c'est vraiment de reculer, c'est qui dans l'équipe de travail qui peut mieux animer cette rencontre. Il faut réfléchir, c'est quoi les objectifs de cette rencontre. Et pendant la rencontre, on dit, il y a plusieurs parties impliquées. Pour être honnête avec vous, moi, je le trouve, c'est plus difficile les rencontres avec les personnes ayant causé du tort. Par contre, il faut parler et réfléchir le pouvoir qu'on peut juste avec les petites blagues ou des discussions informelles. Parce que on peut voir un peu les réactions de la personne, mais on veut prendre les petits pas de voir, démontrer qu'on voit la personne comme une personne. Alors peut-être vous venez d'où, comment ça va, c'est quoi vos intérêts. Tu veux pas que la conversation va vers le défensif.
fait une escalation rapide. Par contre, on veut pas défendre ou protéger cette personne de qu'est-ce qu'elle a fait. Par contre, ce sentiment de blâme, euh, ça va probablement pas l'aider à apprendre et des nouveaux comportements ou désapprendre peut-être les comportements qui sont basés sur le sexisme et une masculinité toxique. Il faut aussi réfléchir sur l'intersectionnalité pendant ces rencontres, les dynamiques de pouvoir. Est-ce que ces personnes viennent d'une communauté qui cherche plus d'équité sur votre campus? Il faut vraiment regarder tous ces éléments. Alors, comment est-ce que vous pouvez réfléchir sur les différentes questions? Comment est-ce qu'on crée un lieu qui est non punitif, non disciplinaire, qui peut appuyer la personne qui ayant causé du tort. Par contre, en disant complètement clairement que vous croyez qu'il y a eu du tort qui a été causé par leurs actes. Alors, si vous pouvez établir ça dans votre première rencontre, j'aimerais savoir comment vous l'avez fait dans une rencontre parce que c'est vraiment difficile, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à décharger et travailler. Et comme en travaillant avec la survivante, il faut vraiment être clair sur quel niveau on rejoint la personne ayant causé du tort. Comment on va, c'est quoi le processus, assurer que vous avez le consentement, avoir les discussions et toujours lui donner un moment de répondre. Et ça, c'est quand on cherche comment la personne peut se responsabiliser ou avoir une redevabilité. Pour la première rencontre, il faut pas avoir des grandes expectations, attentes souvent. Alors, il faut vraiment voir si tout est bien compris, les actes, couvrir les éléments de la vie privée, confidentialité et voir sur la majorité de la conversation si la personne peut explorer ses comportements et qu'il soit comme essayer de tirer leur propre conclusion et essayer d'évaluer leur propre comportement. Alors, j'aimerais partager avec vous cette prochaine schéma. C'est pas le mien, c'est quelque chose que j'ai utilisé, c'est plus haut niveau technique. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise à l'Université d'Alberta. C'est de réfléchir les comportements, l'intention et puis les conséquences de la situation qu'on utilise. Alors, après la rencontre avec les survivantes, je vais avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les conséquences, c'est quoi les comportements. Ça dépend un peu depuis quand c'est commencé. Mais souvent, on ne va pas avoir beaucoup d'informations autour de l'intention. On va savoir les comportements, les conséquences, mais pas l'intention. Alors, dans ces pratiques, euh, des fois, l'intention est pas si importante parce que s'il y a eu du mal causé, on va focuser sur le mal et le comportement. Par contre, c'est de comprendre l'intention et c'est pas toujours clair comment on fait les différentes couches et des fois, il faut enlever plusieurs couches de la situation. Donc, quels sont les types de réactions qu'on peut observer? Donc, des fois, on est dans son bureau, on rencontre cette personne qui a été accusée d'agression sexuelle ou d'avoir causé un tort à quelqu'un d'autre. Et quelles sont les réactions potentielles qu'on peut avoir dans cette situation-là? Donc, j'allais tirer un autre lien parce que je crois qu'il y a un continuum. Mais quelles sont donc les possibles réactions qui vous viennent en tête? Donc, la colère, les sentiments de défense, le déni, le choc. Oui, donc ça paraît que vous avez déjà fait ce travail à l'avant. Donc, on voit que le déni reste un des mots les plus importants. Donc, le fait de blâmer la victime, d'être passif-agressif, oui, clairement beaucoup d'attitudes passives-agressives, du gaslight, donc nier la version de la survivante. Parfois, une attitude de réflexion, d'introspection. Des fois, je vois un peu une petite reconnaissance des incidents. Et avez-vous des exemples
de reconnaissance. Des fois, je vois que la personne est heurtée, que la personne ne lui ait pas parlé de l'agression en premier s'ils étaient en relation. Des fois, ils ont des réactions très émotionnelles, auto-victimisation. Des fois, la responsabilité serait à l'extrême des positions positives. Donc, comment naviguer toutes ces différentes réactions? Et là, je crois qu'on en vient au cœur et à la nuance de l'enjeu parce que c'est vraiment une question d'arriver à ouvrir le terrain pour la conversation. Des fois, les gens sont très, très en déni et donc peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités donc d'ouvrir une conversation, mais on peut planter des graines. Est-ce que tu veux parler de ce qui s'est passé pour les personnes qui sont prêtes à reconnaître? Leur dire, c'est important de reconnaître que tu as causé du tort. Est-ce que tu veux en parler davantage? Des fois, j'entends des réactions comme, ben, je ne suis pas mal sûre que j'avais le consentement et pouvoir revenir là-dessus. OK, donc tu m'as dit, tu n'es pas mal sûre d'avoir eu le consentement. Est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce que tu peux me décrire c'est quoi le consentement? Comment as-tu établi le consentement par le passé dans ta vie? Et vraiment, le fait de ne pas hésiter à plonger dans les questions qui nous paraissent parfois même inconfortables, difficiles, tout en reconnaissant que ces personnes n'ont pas d'autres gens à qui parler. Et ce serait vraiment une bonne question à poser. À qui tu parles de ces choses-là? Et dans notre exemple d'équipe sportive, si un individu nous avait dit, ben moi, je fais tout le temps un peu des jokes de viol avec mes amis et ils pensent que c'est drôle. OK, ben est-ce que tu penses que tes amis ne pourraient pas être les meilleurs modèles à prendre pour trouver si tes blagues sont drôles ou non? Qui d'autre est-ce que tu pourrais consulter pour savoir si tes blagues sont drôles? Est-ce que tu as consulté tous les membres de l'équipe? Est-ce que tout le monde trouve ça vraiment drôle? Est-ce que tu comprends bien la réaction des gens? Donc, c'est vraiment une question de les amener à explorer d'autres avenues où ils pourraient avoir de l'espace pour de l'autocritique et de la croissance personnelle. Et souvent, je dis aux gens, écoute, tu n'es pas obligé de complètement mettre ta vie en l'air à cause de ça. C'est juste une question de te rendre responsable de tes actions, de t'engager dans ce travail. Oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, mais c'est quelque chose qui est accessible et que tu pourras compléter. C'est un travail que tu pourras compléter éventuellement, mais pas avec le déni, pas avec la colère. Donc, d'autres considérations à prendre en compte ici, on pourrait sûrement faire un atelier juste sur le nombre de rencontres que ça prend avant de vraiment obtenir la vulnérabilité de quelqu'un où on est capable de parler de responsabilité et de redevabilité. Mais si vous avez déjà fait des formations en justice restauratrice, j'explorais ce qu'on appelle l'impulsion restauratrice. Et si vous l'identifiez, vraiment, n'hésitez pas à plonger dans ces conversations pour voir si la personne se sentirait à l'aise de prendre cette avenue avec vous. Et la justice restauratrice peut aider à formuler des questions. Et ça, c'est des choses qu'on fait dans des rencontres de suivi où on se concentre sur le tort plutôt que sur le comportement. Ça peut vraiment ouvrir un espace de réflexion, d'introspection. Et souvent, j'utilise une approche restauratrice pour formuler une question lorsqu'on a imposé des mesures intérimaires pour une personne qui nous demande à assouplir les conditions. Donc, vu que la condition a été appliquée, qu'as-tu appris depuis? Qui a été heurté dans la situation, comment as-tu pu rebâtir un lien de confiance? Et donc, c'est vraiment une question d'apporter la personne à réfléchir à son comportement et à ses impacts sur les autres. Donc, ces questions de suivi sont souvent le point de départ de nos échanges, mais on doit reconnaître qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent la réaction de la personne, donc leur niveau d'éducation sur le sujet, leur expérience de rejet relationnel, leur croyance. Donc, il y a énormément d'opportunités de croissance personnelle dans ces situations et ça doit commencer par la question, est-ce que j'ai les outils pour parler de ça? Est-ce que j'ai des gens pour me soutenir dans ce travail? Donc, il faut continuer d'interagir avec les personnes qui ont causé du tort en réfléchissant aux ressources qui pourraient les aider à bien comprendre le tort qu'ils ont causé. Et souvent, on en vient à réaliser qu'on est souvent la seule personne à qui la personne se sent à l'aise de parler de ça et c'est une grosse responsabilité. Donc, des histoires de succès, ça c'est... donc, je parle de succès entre guillemets. Donc, comment est-ce qu'on sait si notre intervention fonctionne, si la personne écoute? Et je crois que nous avons eu des incidences où des personnes ont reçu des conditions préliminaires, mais ils ont commencé à me consulter régulièrement. OK, je sais que je ne devrais pas aller à cet endroit, mais est-ce que je peux passer devant? Est-ce que je peux être dans une salle pas loin? Vraiment pour s'assurer de ne pas repousser les limites, mais vraiment s'assurer de continuer
respecter la limite et les besoins de la personne survivante. Pour moi, je crois que c'est une petite victoire et c'est important à prendre en compte. Aussi, le fait de considérer la diversité. Par le passé, j'ai des étudiants qui m'ont dévoilé être sur le spectre autiste, peut-être être neurodivergents, et cela peut les empêcher de comprendre les indicateurs sociaux et les communications sociales. Nous avons aussi eu des conditions où il y avait des limites au soutien qu'on pouvait aider, qu'on devait proposer à quelqu'un. Par exemple, si on travaille avec quelqu'un qui continue d'ignorer ou de outrepasser les conditions qui sont mises en place. Donc, à chaque personne qui a ce type d'attitude, on va avoir des approches différentes. Je suis heureuse d'en parler davantage avec vous après la séance. L'autre chose à prendre en compte, c'est votre réseau, donc avec qui vous pouvez chercher appui. Est-ce que vous avez un centre de réaction aux incidents de violence sexuelle? Est-ce que vous avez des consultants, consultantes, des militantes, militants pour les droits de la personne? Des billets d'aide, par exemple, seraient des bonnes personnes à consulter dans son campus. Donc, c'est une bonne chose de savoir à qui s'adresser. Donc, la redevabilité et la responsabilité mutuelle, j'aimerais en venir à une définition très solide de qu'est-ce qu'on entend par la redevabilité et la responsabilité mutuelle. Donc, c'est sûr que je n'ai pas de réponse toute faite. Désolée si ça vous déçoit, mais je crois qu'il faut prendre en compte que ça n'arrive pas toujours. Mais quand c'est le cas, ça peut être une combinaison du fait que la personne survivante se sent soutenue et ont accès aux outils pour guérir, peu importe quels sont leurs besoins spécifiques. Et donc, juste pour respecter nos échéanciers de temps, on va passer à la prochaine diapo. Et donc, j'aimerais demander aux personnes qui font ce travail, comment est-ce que vous faites pour revenir sur les incidents et faire des rencontres de suivi avec votre équipe? Je me souviens quand j'ai embauché mes premières coordonnatrices, j'étais très engagée à faire un suivi régulier en reconnaissant que c'est un travail difficile. Et donc, j'ai mis une question sur un sondage de réaction en demandant des questions de suivi. Je n'ai pas eu de réponse et je me suis rendu compte que la plupart des gens travaillaient seul et n'avait peut-être pas nécessairement une équipe avec qui faire un suivi des réflexions. Et donc, j'ai persévéré en offrant le plus possible d'espace de rétroaction aux équipes d'une personne. Et nous utilisons souvent l'analogie de la valise en reconnaissant que lorsque nous faisons ce travail, on collecte, on accumule des bagages de différents poids et l'objectif, c'est de garder des bagages le plus légers possible. Et donc, j'ai déjà dit à ma doyenne, tu sais, il y a seulement 2 cas cette année qui m'ont vraiment touchée et avec lesquels je continue de lutter. Et le doyen me dit, ben, dans quelques années, ça devrait être plus de gens que ça. Donc, ça m'a vraiment aidé à réaliser l'impact de notre travail. Si vous êtes intéressé avec quelques-unes des questions que nous avons utilisées pour faire un suivi dans nos rencontres par le passé, je suis heureuse de vous les partager. C'était vraiment plus pour savoir, est-ce qu'il y a des tensions que vous ressentez par rapport à la politique en place? Est-ce qu'il y a des façons dont vous aimeriez apporter du soutien qui n'apparaît pas dans nos politiques? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ce mois-ci qui vous est resté en tête? Et juste reconnaître le fait qu'on n'a pas toujours un contexte où on peut avoir un sentiment de travail accompli, terminer un dossier, c'est rare que ça arrive. Donc, c'est important de se demander de quoi est-ce qu'on est fier dans notre travail, est-ce qu'il y a des résultats que vous pouvez identifier dont vous êtes fiers, etc. Donc, voici pour la dernière partie de la présentation. Donc, il faut savoir que certains dossiers sont juste difficiles et dépendamment de votre approche au travail, ça se pourrait que vous obteniez des dossiers très difficiles moralement ou qui vous donnent l'impression de ne pas être capable d'en faire assez. Il y a tellement de facteurs qui viennent en compte lorsqu'on travaille avec des humains. Ce n'est pas toujours possible d'en venir à une conclusion unifiée et simple, mais créer l'espace de travail autant dans son bureau qu'à travers tous les campus pour nous assurer qu'on continue de progresser dans ces questions. Ça demeure essentiel. Donc, il faut identifier qui dans notre organisation est en mesure de faire ce travail, comment est-ce qu'on peut former plus de personnes, en quoi ça interagit avec les politiques en place, est-ce qu'il y a de la place pour ce type d'intervention
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de faire le type d'intervention en matière de violence sexuelle sur les campus? Et utiliser les réponses à ces questions pour pouvoir continuer d'apprendre et améliorer notre approche. Donc, si on se ramène à il y a 20 ans, on n'aurait jamais pu imaginer faire le travail qu'on fait maintenant. Mais si on se projette dans 10, 15, 20 ans à l'avenir, on arrive à voir pourquoi ça vaut la peine de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Je crois qu'on peut vraiment arriver à faire mieux et montrer aux prochaines générations comment faire. Donc, voilà, merci de votre écoute. J'aimerais repasser la parole à Deb. Super. Merci, Sarah. À chaque fois qu'on parle ensemble, j'apprends de nouvelles choses et je vois qu'il y a déjà une question dans le chat. Je ne suis pas certaine si, Sarah, tu aimerais répondre, mais j'aimerais avoir tes idées par rapport à quelqu'un qui a déjà travaillé avec une personne victime et la même personne qui a commis le tort versus le fait d'avoir deux interventions différentes pour ces personnes. Eh bien, ça dépend du nombre d'employés disponibles, mais dans tous les cas, je dirais que le clou, c'est vraiment la transparence et je crois que c'est important de réfléchir à une approche multipartite parce que ça nous permet donc d'avoir une approche de soins pour la personne survivante tout en réfléchissant à la meilleure façon d'aborder quelqu'un qui aurait causé un tort. Donc, c'est vraiment cet espace critique où on leur dit qu'on a de l'information, comme quoi ils auraient causé un tort, mais qu'on leur donne une valeur humaine pareille, qu'on reconnaît leur humanité et qu'on est ouvert à s'engager dans ces conversations avec eux. Mais je crois que c'est une question de transparence pour les deux parties pour que ce soit très, très clair quel rôle vous jouez pour éviter les surprises. Et je crois que c'est une raison de réfléchir à qui fait ce travail dans vos campus ou si vous êtes dans une région où il y a d'autres personnes qui peuvent collaborer avec vous à ces enjeux. Bien sûr, c'est très difficile, mais ça se passe et c'est faisable. Ce n'est peut-être simplement pas les meilleures pratiques quand on commence, mais il faut faire avec ce qu'on a. Parfait. Nous avons une autre question dans le chat. Comment votre campus approche-t-il les soutiens aux personnes qui ont causé du tort dans les processus de plainte? Alors moi, je dirais différemment. Peut-être si la personne, si c'est sur un processus de plainte officielle sur le campus ou si c'est un processus hors du campus criminel et juridique, souvent ils vont pas s'engager. Si vous avez quelqu'un qui est ouvert à faire ce travail. Si vous regardez les éléments que j'ai mentionnés aujourd'hui, notre approche de travaillant avec les survivants n'est pas clinique. Alors, il y a des différents éléments de conseillers, même des psychologues à travailler avec ces personnes. Par contre, nous, il est clair qu'on a une approche non clinique, hein, on n'est pas ces personnes. On est ouvert que la personne pourrait travailler, la personne mise en cause, qu'il y a une ouverture à la faire. Il y a d'autres organismes à la faire. Ça, c'est des groupes qui nous, on parle des processus de plainte, mais un des difficultés, dès qu'il y a un plainte officielle sur le campus ou dans le système juridique, c'est un peu moins invitant de faire le travail de responsabilisation réellement pour les. Alors, il faut vraiment essayer de voir que les personnes s'engagent pour les bonnes raisons. C'est pas juste pour dire que peut-être je suis désolée. Si c'est pas vrai, parce que oui, ça arrive que dans le travail qu'on fait, on se fait mentir souvent. Oui, ça arrive souvent. Alors, si vous avez d'autres questions, est-ce que vous pouvez mettre dans le clavardage ou le boîte de questions-réponses. Sarah, j'ai une question. Vous travaillez, parlez souvent le travail que vous faites, c'est le travail plus communautaire ou de la communauté, pas juste travail individuel. Qu'on a besoin, toute une communauté, d'appliquer des différentes mesures, des réponses, des solutions à long terme. Alors, comment est-ce que vous pouvez mobiliser toute cette communauté? Où je pense que la majorité des personnes qui font ce travail sont vraiment occupées. Peut-être qu'ils n'ont pas d'heures supplémentaires. Peut-être ça va aller de nos projets, un projet à long terme, dépendamment de votre contexte. C'est vraiment comment vous construisez les relations et
mieux votre connaissance de qu'est-ce que votre équipe, qu'est-ce que votre organisme peut faire pour les survivantes, et puis essayer de voir c'est quoi les autres options qui existent. Alors, de continuer à augmenter la responsabilisation par l'éducation. Et c'est souvent des différents éléments et des organismes sur le campus veulent collaborer sur ces différentes initiatives. Alors peut-être parce qu'ils sont investis dans le succès des étudiants. Alors peut-être ça serait pas leur priorité ou leur raison d'être. Par contre, peut-être les autres groupes sont ouverts et compréhensibles de qu'est-ce qu'on veut faire et peut-être bien référer les personnes et avoir cette confiance d'être capable de référer les personnes. Et oui, en pensant c'est l'organisme Options of Navigation Network, je vais parler encore de ça parce que sur notre question-réponse, avez-vous des stratégies ou pour répondre à vos propres préjugés en travaillant avec les personnes ayant causé du tort. Ouf, c'est pas évident pour la stratégie. Des fois, j'ai besoin de prendre un petit marge pour me donner le temps et l'espace pour réagir de manière physiquement et émotionnellement avant que je rentre dans le défi. Je retourne toujours vers ce travail parce que je suis vraiment engagée de trouver un chemin vers l'avant avec la personne mise en cause pour faire le travail qui peut créer la responsabilisation et aider la survivante. Um, on va pas toujours avoir le succès dans ce processus, mais être ouvert à le faire parce que des fois ça marche. Et d'avoir toute la description de dévoilement, d'essayer de trouver c'est quoi leur motivation, c'est quoi leurs objectifs dans la vie. Point. Des fois, ça peut être une bonne stratégie de personnaliser ces personnes et comment leur comportement va nuire à leurs objectifs ou pas. Est-ce que c'est une bonne manière de comporter quand avez ces valeurs, etc. Je veux reconnaître, ça peut être vraiment difficile, ces conversations, dépendamment c'est quoi le dévoilement de qu'est-ce que c'est pensé. Alors oui, d'appuyer la redevabilité et la responsabilisation, c'est d'appuyer toujours la survivante et soutenir la survivante. Alors, en faisant en travaillant avec la personne ayant commis du tort, c'est pas juste en travaillant avec cette personne, c'est vraiment, ça peut aider la survivante. Alors, quand on parle des réactions possibles, même si recevez la colère, le déni, je peux pas savoir si oui ou non, si la personne écoute, va quand même réfléchir, alors peut-être ça va avoir des influences dans le futur que cette personne va pas créer, causer du tort à une autre personne. Alors c'est quand même une stratégie, c'est juste de se rappeler pourquoi vous vous engagez à ce travail, pour vous commencer ce travail. Que quand on réfléchit à nos processus, il y a plusieurs années, quelqu'un rentre, c'est quoi le dévoilement? Et puis quitte, et c'est comme ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Là, l'approche veut vraiment créer l'espace et travailler avec les réactions et essayer de rejoindre les personnes où elles sont. Alors, on va faire un dernier appel pour les questions. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, j'ai un autre qui pop dans une question et réponse. Est-ce qu'on a des meilleures pratiques pour les sessions d'éducation pour les personnes mises en cause pour assurer ils vont s'engager et être efficaces? Alors, McEwen a des processus et courage d'agir. On a fait des projets de recherche. J'essaie de parler de qu'est-ce qui existe dans la communauté. Je suis prête à faire un suivi de partager qu'est-ce que j'ai appris, mais il y a beaucoup qui existent. Alors, souvent, ça va être particulier autour d'une personne mise en cause, mais aussi ça va être juste sur la violence basée sur le genre, les relations, tous les différents types de tort. Et ça, c'est un autre webinaire ou peut-être toute une série de webinaires pour approfondir ces éléments. Alors, je pense que ça risque euh, finalement
Quand je regarde notre groupe des personnes qui organisent les plaintes, ou qui prennent soin des plaintes, alors c'est moi et Brittany, on a un comité de travail, on a travaillé avec plusieurs personnes à travers ce projet. On a appris beaucoup euh, euh, d'interactions à travers ce projet et vraiment étonné par le soutien. Je veux remercier Laura Murray, Adrienne Changelet, Kimmy Rolday, Adriana Snow, Noémie Villiers et Maya pour le soutien technique, administratif et même soutien moral et émotionnel qu'on a reçu. Et je veux Jan, CJ Road, Jen Flood et d'autres personnes dans l'équipe Courage Agile qui a tellement contribué à nos projets et je veux aussi remercier les personnes des communautés pratiques qui ont lu notre travail, donné leurs commentaires, feedback. Sarah, c'était une de ces personnes. Vous avez vraiment gardé une responsabilisation sur le travail qu'on a fait d'assurer que les outils étaient enracinés et je veux vraiment remercier les groupes d'avoir marché avec nous. Je veux vraiment remercier Sarah, tous les conseils incroyables qu'elle a partagés avec nous, les éléments pour réfléchir. Et c'est beaucoup des questions de qu'est-ce qu'on peut nous demander sur nos propres pratiques, sur nos propres préjugés quand on rentre dans ce travail. Et je veux aussi vous remercier, chacun de vous ici, avec le travail que vous faites et le temps que vous passez ici avec nous. On est inspiré par votre engagement de répondre et prévenir les violences basées sur le genre sur votre campus. On a entendre de vos projets de futur. Merci beaucoup. Et on aimerait que vous complétez tous les formulaires d'évaluation, s'il vous plaît, parce qu'on veut continuer d'apprendre de vous. Alors, merci beaucoup et prenez soin de vous.